Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence de printemps. Bon, on doit l'appeler printemps ou été, compte tenu de la chaleur, mais bien, en tous les cas, c'est notre conférence annuelle. Je vous remercie donc pour votre présence. Je suis également heureux d'accueillir les personnes qui sont en visioconférence, puisque notre conférence est sur le mode hybride et donc elle est actuellement écoutée également par d'autres personnes qui ne sont pas dans la salle en ce moment. Je vais profiter, avant de faire une brève introduction sur le sujet du jour, je vais en profiter pour donner quelques nouvelles du club. Vous savez que le club Franco-Risque s'attache à promouvoir et développer le risk management dans le monde francophone. Cela veut dire que nous avons un certain nombre d'activités. Alors, je ne vais pas vous les énumérer toutes parce que vous les connaissez. Mais effectivement, aujourd'hui, nous sommes en mode running assez fort. La meilleure preuve, c'est que tout à l'heure, Marc de Pomereau, ici présent et secrétaire général, va partir pour Abidjan pour représenter le club Franco-Risque au rendez-vous africain du risk management, qui en est à sa 4e édition. Les rendez-vous africains du risk management ont été inaugurés et organisés par l'association ivoirienne, qui est le réseau ivoirien des risk managers et du risk management des assurances. Et c'est devenu un très bel événement qui est devenu un véritable rendez-vous, comme son nom l'indique, pour tous les risk managers, non seulement de Côte d'Ivoire, mais en fait de l'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Mais de la même façon, nous allons poursuivre notre série de webinaires à la rentrée, puisque nous faisons traditionnellement des webinaires sur des thèmes techniques, notamment des webinaires que nous appelons les jeudis des partenaires, où ce sont des webinaires qui sont dédiés à un partenaire, qui viennent expliquer les sujets qui les préoccupent au moment où il est présent. Et puis, nous faisons également de la formation, et nous sommes en train de discuter sur des programmes de formation que nous devrions développer également en Afrique francophone. Donc, vous voyez, on a une activité assez importante et que nous continuons, et nous comptons sur la présence et la participation de chacun pour pouvoir développer ces activités. Alors, le sujet du jour, en fait, qui concerne la mise en place du devoir de vigilance, en fait, et l'apport du risk management dans la matière, c'est un sujet, en fait, que l'on a justement commencé à aborder l'année dernière au rendez-vous africain du risk management à Abidjan, où on s'est aperçu que ce sujet était déjà prégnant chez nos intervenants. Et pour ceux qui étaient à la convention de la francophonie au mois de février, lors de la table ronde sur les matières premières, ce sujet de la RSE est à nouveau revenu sur la table. Donc, il nous paraissait important d'approfondir cette question qui est quand même, qui devient de plus en plus, comme vous le verrez au cours de la discussion tout à l'heure, un sujet à l'ordre du jour. Alors, hasard du calendrier, il se trouve que je suis tombé ce week-end sur un livre d'un philosophe qui s'appelle Michael Fossel et qui a écrit un livre qui s'appelle « État de vigilance, critique de la banalité sécuritaire ». Alors, ce livre m'a pas mal interpellé. C'est un livre de philosophie et en fait, il m'a amené à aborder un peu une réflexion sur 3 thèmes que je vais très rapidement vous brosser et pour aboutir à une conclusion qui est tout à fait personnelle. Finalement, le livre tourne autour de ce triptyque liberté, sécurité, vigilance. Alors la liberté, en fait, la liberté, c'est quand même le propre de l'homme, c'est ce qui différencie l'homme par rapport à la nature, par rapport au reste du monde. C'est le seul être qui a la possibilité d'être libre dans ses actes. Et c'est ce qui le différencie par rapport au reste du monde. Et en fait, cette liberté, elle se retrouve dans l'économie, puisque la liberté est fondamentale dans l'économie libérale et néolibérale, bien sûr.
Et en définitive, l'homo economicus utilise cette liberté pour pouvoir faire fonctionner l'économie qui consiste finalement à maximiser les profits et à minimiser les pertes. Et pour cela, il faut qu'il sécurise ses investissements. Et donc, il ne peut y avoir de liberté sans sécurité. Et c'est là qu'intervient cette notion de sécurité qui fait que la notion de sécurité est indissociable de la notion de liberté. Comme auraient dit les Grecs, la sécurité, c'est l'éthos du marché. Kant disait « pourvu que nous nous trouvions en sécurité ». Kant, qui s'était beaucoup penché sur la notion de liberté, avait commencé un chapitre comme cela. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que la sécurité, n'est plus une fin en soi, celle que l'on réclame à l'État, mais en fait, elle est devenue un droit. Elle est devenue même un bien désirable. Et c'est Amartya Sen qui distingue la sécurité humaine du développement humain. Et en fait, il démontre que la sécurité humaine, elle est mieux à même d'exprimer les nouvelles exigences de la communauté internationale. Vous voyez, je vous livre des réflexions très philosophiques, mais en fait, tout cela pour dire que, d'après des philosophes que je viens de citer, la croissance ne peut plus servir d'idéal politique et économique si l'insécurité est un problème plus grave que l'expansion. Parce que le développement n'est plus synonyme de progrès social partagé, c'est la sécurité qui devient le maître étalon. Alors en fait, et c'est le troisième aspect, pour assurer cette sécurité, il nous faut être vigilants. Et le devoir de vigilance devient l'affaire de tous. Dans une société libérale, l'attention et la mobilisation sont permanents. Il est nécessaire pour tous de demeurer en éveil, ouvert aux opportunités et aux risques. L'individu, comme dit Michael Fossel dans son livre, mais on peut traduire par l'entreprise, doit récolter un maximum d'informations sur l'état du marché et au-delà. Et en définitive, sur le marché, aujourd'hui, nous voyons d'abord des informations qui vont orienter nos actions, des data, comme dirait Bénédicte. Le marché, c'est d'abord des data aujourd'hui. Et du coup, la vigilance, elle devient un critère normatif qui assure le partage entre ceux qui auront su se tenir en éveil, être vigilants, et les autres, finalement entre les gagnants et les perdants. Alors, par rapport à ces quelques notions sur ce triptyque liberté, sécurité, vigilance, que conclure? Eh bien, je dirais que, en fait, ma conclusion, elle revient sur une autre analyse qui est la relation à nouveau tripartite entre l'individu, l'État et le marché. Parce qu'en étendant le caractère normatif de la vigilance à l'individu-entreprise, l'État ne joue plus le même rôle. Il n'est plus le seul à façonner le marché, par le pouvoir législatif, par exemple. L'individu joue son rôle et l'action de l'État, finalement, se voit réduite au statut d'une délibération coût-bénéfice. C'est un peu la théorie que défend l'économiste Wendy Brown. Et cette théorie-là, elle a pour conséquence d'élargir considérablement le domaine de la responsabilité individuelle, notamment à travers, pour les actions moralisatrices. Et finalement, paradoxalement, l'État, en retour, est amené à rappeler aux citoyens le sens de sa propre action liée à son autonomie. Finalement, ce sont les individus, entreprises, qui auront la charge de se prémunir contre les risques inhérents au marché. L'individu, en quelque sorte, se substitue à l'État, qui le contrôle en retour pour faire respecter les règles moralisatrices que lui-même aura voulu édicter. Ça vous fait rire, hein, mais c'est pensé. Attention. On va voir. Donc, c'est pas terminé, parce que justement, on va changer tout c'est ce que dit Michel Foucault. Michel Foucault considère que l'État a donc perdu son rôle de souveraineté au profit de ce qu'il appelle la gouvernementalité. Mais là se pose un problème
lorsque ces règles sont étendues au-delà des frontières de l'État lui-même, puisque ce sont des règles qui concernent le marché. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous les États sont prêts à accepter l'application des règles imposées par le marché? Est-ce que ce n'est pas à l'État d'imposer ses propres règles, non pas en fonction des critères du marché, mais en fonction de ses propres règles, de ses propres valeurs qui fondent sa légitimité? Voilà, ce sont des réflexions que je voulais vous apporter un peu en toile de fond de ce que nos experts vont pouvoir dire autour de cette table ronde. Et je laisse donc notre ami Bénédicte faire la présentation de ses invités et commencer l'animation de cette table ronde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Gilbert. Merci de placer le débat à un tel niveau. On est un tout petit peu inquiet parce qu'on va être tout petit peu beaucoup plus dans le détail et dans le concret du tous les jours. On quittait la liberté, la sécurité et la vigilance, qu'on aurait pu dire liberté, c'est l'objectif, la sécurité, c'est le risque, et finalement la vigilance, c'est le dispositif de maîtrise des risques, si on pouvait faire le parallélisme. Alors, dispositif de maîtrise des risques, il y a 10 ans, en fait, rappelez-vous, le Rana Plaza au Bangladesh brûlait. De là, 1100 morts, principalement des ouvrières, des jeunes, 2500 blessés, et pourtant, pas de responsabilité juridique sur cette tragédie. Aucun procès, aucune responsabilité. Et finalement, on arrive à se dire au niveau mondial, on est responsable mais pas coupable. C'est quelque chose qu'on aime bien en France, responsable mais pas coupable. Il n'empêche que la France, quand même, se saisit du sujet et en 2017 va voter le devoir de vigilance dont on va parler effectivement ce soir pour essayer de se dire on doit justement mettre en place des éléments de dispositifs de maîtrise des risques pour se sentir concerné par ce qui se passe au bout de la chaîne de valeur de la supply chain. Alors, nous allons parler ce soir justement de ce sujet-là, puisque l'Europe, vous le savez, en ce moment, est en train de se poser la question de légiférer à son tour sur ce devoir de vigilance. La Belgique a déjà légiféré, les Pays-Bas, je crois également aussi. Et donc, l'Europe se pose la question, peut-être même de mettre des sanctions, de parler de 5% du chiffre d'affaires, de responsabilité de l'investisseur. On peut aller très, très loin. Et finalement, on va se poser la question, est-ce que ce devoir de vigilance deviendrait un outil de justice environnementale ou sociale pour l'Europe? Ou alors, est-ce que c'est une usine à gaz cauchemardesque, comme on sait si bien les faire en Europe également? Alors, pour répondre à cette question ce soir, j'ai le plaisir d'avoir 4 intervenants. Et donc, je vais commencer à les présenter par l'ordre. Donc, Simon Ndiaye, qui est tout au bout, qui est avocat associé chez HMN Partners et qui va effectivement nous faire un rappel de la loi actuelle, les contentieux qui sont en cours et la responsabilité du dirigeant en France et en Europe. Et il aura le challenge de tenir ça en 7 minutes. Ensuite, à sa gauche, vous avez Stéphanie Canino, qui est la directrice déléguée à la gestion des risques du groupe Eramet. Et Stéphanie nous parlera de notre thème qui est finalement la mise en place du devoir de vigilance, l'apport du risk management, concrètement dans les entreprises. C'est bien gentil la loi, mais concrètement, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment est-ce que ça va marcher? À sa gauche, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Samuel Gage, président de la commission RSE et ODD du SIAN. Le SIAN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Conseil français des investisseurs en Afrique. Il est également président et fondateur d'Affectio Mutandi, conseil et enjeux en stratégie, en ESG et en RSE. Vous êtes présent en Europe et en Afrique dans votre cabinet. Bienvenue. Et enfin, à ma droite, vous avez Philippe Noireau, administrateur à l'Amrae, qui est jeune retraité, anciennement président de la commission ERM 360 de l'Amrae, anciennement Chief Risk Officer d'Orange et qui participe à Fermat à la commission Sustainability, donc au niveau européen, qui pourra nous faire et comment ça se passe au niveau européen sur le risk management. Donc, nous allons avoir cette table ronde va se réaliser de la manière suivante. Nous allons avoir une petite intervention de chacun avec pourquoi est-ce qu'on est là, quelle est sa conviction profonde, l'avocat, l'entreprise, l'investisseur en Afrique, au niveau européen, au niveau de l'entreprise. Quelle est ma conviction profonde? Donc, nos intervenants vont discuter 5 à 7 minutes avec un peu de support. Vous aurez les supports après, sans problème. Ils seront diffusés par Viviane, évidemment. Donc, 5-7 minutes pour échanger pour sa conviction profonde. Et ensuite, nous lancerons le débat. Et nous en serons débat sur à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, avec une petite règle du jeu. Si les questions sont compliquées pour son entreprise, on n'arrive pas à parler,
Si jamais on peut sortir un joker en disant écoute, là je peux pas répondre, c'est comme ça, n'hésitons pas, je mets le joker, c'est des choses qui peuvent arriver. Surtout qu'on veut avoir une liberté de parole, mais parfois, si on veut rester justement en sécurité, il faut être vigilant par rapport à ce que l'on dit, surtout quand c'est filmé. Voilà, alors avec sans plus attendre, Simon, c'est à vous, je vous laisse la parole pour 7 minutes de présentation sur qu'est-ce que c'est que cette législation du devoir de vigilance. Merci. Bonjour à tous. Merci Bénédicte et surtout merci à notre ami, notre prof de philo. Ma fille passe le bac de philo demain, donc vous m'avez donné des idées que je vais lui soumettre et je verrai comment elle va les accueillir. Alors, plus sérieusement, vous nous parlez de liberté, de sécurité, de vigilance et du rôle de l'État. Justement, le rôle de l'État, c'est de se saisir de l'actualité et des problèmes qui sont des problèmes sociaux et pouvoir légiférer en la matière. Donc, le législateur a attendu un certain temps, mais il faut dire que le devoir de vigilance, s'il fait l'objet d'une législation relativement récente, est quelque chose qui est abordé par les entreprises, par le législateur depuis très, très longtemps. Parce que quand on regarde le code civil, le code de commerce, le code pénal et ce qu'on appelle la soft law, donc tous les dispositifs qui sont mis en place par les entreprises, ça fait plusieurs années que ces questions-là sont abordées. En revanche, c'est depuis peu de temps qu'il y a une telle acuité et une telle prégnance qui fait qu'aujourd'hui, le législateur a pris les choses à bras-le-corps et en France, après la loi Sapin II, après d'autres lois, il y a eu notamment la loi Pacte. La loi Pacte du 22 mai 2019, avec cette innovation qui consiste à introduire dans le code civil, et pas seulement dans le code de commerce, dans le code civil, 2 standards juridiques. Le code civil, de façon générale pour les juristes, c'est plutôt droit de la famille, droit des contrats, etc., des droits individuels. Donc, pourquoi est-ce que le législateur a tenu à introduire dans le Code civil des dispositions qui portent sur la vie de l'entreprise? C'est parce que le législateur considère que l'entreprise n'est pas là pour elle seule, elle est dans le corps social et donc signe un contrat, on revient sur cette notion de contrat, avec la société au sens large, donc entreprise d'une part et la société de l'autre. Avec donc les 2 standards dont je parlais. Le premier standard juridique, c'est cette notion d'intérêt social. Donc l'introduction de l'article 1833 dans le Code civil qui indique que la société est gérée dans son intérêt social, mais c'est surtout la suite qui m'intéresse, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc, l'enjeu social, l'intérêt social, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent, c'est aussi de tenir compte de l'impact que l'activité a sur le plan social et sur le plan environnemental. Deuxième standard important et qui est nouveau dans le code civil, c'est cette notion de raison sociale, donc de raison d'être. Voilà, une chanson, c'est ma raison d'être. Toutes les entreprises doivent se demander aujourd'hui quelle est ma raison d'être. Et donc, cette raison d'être, les entreprises qui le souhaitent doivent la préciser, la déterminer, ce n'est pas obligatoire. Donc, article 1835 qui indique que les statuts peuvent préciser une raison d'être et cette raison d'être va être constituée de principes, mais si on décline une raison d'être, il faut que derrière, l'entreprise définisse les moyens qui permettent d'atteindre cette raison d'être-là. Elle peut être statutaire, elle peut ne pas l'être, mais en tout cas, quand on la définit, derrière, il faut mettre les moyens. Deuxième loi très importante qui est au cœur de notre discussion d'aujourd'hui, c'est la loi vigilance.
du 27 mars 2017, que rappelait tout à l'heure Bénédicte, avec une chose très précise qui est le devoir de vigilance. Alors, qu'est-ce que la vigilance? Tout à l'heure, on était dans la philo. Revenons sur le Larousse, le français. La vigilance, pour vous, c'est quoi? C'est l'attention, c'est le fait d'avoir l'œil sur quelque chose, c'est le fait de surveiller quelque chose, et c'est la précaution ou la prudence, par opposition à la distraction, à l'indifférence ou à la négligence. Donc, les entreprises aujourd'hui doivent faire attention, porter une attention particulière sur certaines choses. Et quelles sont ces choses-là? Elles sont définies dans cette loi, même si la loi est critiquable, et j'y reviendrai tout à l'heure en abordant le contentieux. Qu'est-ce qu'on demande aux entreprises? Finalement, on demande aux entreprises d'avoir un plan de vigilance. Alors, vous le savez mieux que moi, vous qui travaillez dans ce domaine-là. Et la loi dit que ce plan de vigilance doit comporter les mesures de vigilance raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les personnes, notamment en matière de droits humains, de libertés fondamentales, de santé, d'environnement, etc. Mais donc, là, on est dans le cadre d'une obligation qui est une obligation de moyens qui est renforcée, parce qu'on parle de mesures de vigilance raisonnables et prendre des mesures qui sont des mesures adéquates. Donc, tout ça, il faut raisonner in concreto en prenant en compte la réalité dans laquelle on vit, la réalité dans laquelle vit l'entreprise. Alors, décliner le plan, vous saurez le faire mieux que moi, ou je laisserai aux autres le faire, mais l'idée, c'est d'avoir une cartographie de ces risques-là, d'avoir des procédures pour évaluer ces risques, d'avoir aussi une action adaptée d'atténuation de ces risques, et puis d'arriver à avoir sur place des mécanismes d'alerte avec un dispositif de suivi et puis des comptes rendus qui sont faits qui permettent de façon très concrète de savoir ce à quoi on s'est engagé et comment on fait pour atteindre ces objectifs. Alors, les seuils sont pour la France, dans le cadre de la loi vigilance, 5000 salariés, 5000 salariés de façon directe ou indirecte qui sont situés en France, ou alors 10 000 si on prend en compte ceux qui sont situés en France, mais également ceux qui sont à l'étranger. Donc, il y a une dimension d'extranéité. Ce n'est pas seulement ceux qui sont en France, mais les filiales aussi comptent. Alors, quand je rappelais tout à l'heure le contenu de ce plan de vigilance, il faut savoir que ce contenu-là, quand on le dresse, on ne tient pas compte uniquement de ce qui se passe en France et ce qui se passe avec nos salariés. On tient compte bien évidemment de la relation qu'on a, une relation d'affaires établie avec des fournisseurs, avec des sous-traitants, mais ce que les gens oublient, c'est que pour les associations aujourd'hui, notamment les ONG, il peut aussi y avoir la dimension clientèle. Parce que quand on vend un produit, on doit se soucier de la façon dont ce produit est utilisé par l'utilisateur final, qui peut polluer, qui peut porter atteinte à la santé des gens et à leur sécurité, pour revenir sur cette notion de sécurité-là. Alors, donc, les formes sociales, elles sont très diverses, mais toutes ces grandes entreprises-là, on aura plutôt des sociétés anonymes, des SAS. L'essentiel étant pour elles de rester extrêmement vigilantes, donc je reprends le terme, et puis de dire la vérité, si je puis dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de cocher des cases, il ne suffit pas de faire de la publicité mensongère,
Et ce qu'on appelle le greenwashing est quelque chose qui est réprimé aussi bien en droit français qu'en droit européen. Les sanctions, il y a de vrais risques de sanctions. Les astreintes, pour l'instant, ça n'a pas été le cas dans toutes les procédures qu'il y a eu pour l'instant, mais ça pourrait venir. Et les amendes pourraient aussi être envisagées dans le cadre de toutes ces procédures-là. Pardon. Alors, des risques de sanctions pénales, puisque en matière d'environnement, on a en France aujourd'hui le délit d'écocide. Donc, écocide, ça peut être quelque chose qui peut être souligné et soulevé à l'encontre d'un dirigeant ou d'une entreprise. En Europe, puisque je parlais tout à l'heure de la dimension internationale, en Europe, nous avons dans certains pays, notamment l'Angleterre, une législation qui est applicable en matière de RSE, notamment sur tout ce qui concerne la transparence dans l'approvisionnement, dans les chaînes d'approvisionnement, donc tout ce qui emploie. En Allemagne, il y a une loi sur le devoir de vigilance qui met l'accent sur justement les chaînes d'approvisionnement et qui a des seuils différents de la France. Ils sont plus bas, 3 000 employés. Ça sera réduit à 1 000 à partir de l'année prochaine. En Allemagne, il y a l'obligation de désigner une ou plusieurs personnes au sein de l'entreprise qui sont responsables de ce devoir-là. Et en Europe, une directive, un projet de directive qui est bien avancé, proposé par la Commission, qui a des seuils qui sont différents de la France, 500 salariés, donc c'est beaucoup plus bas, chiffre d'affaires 150 millions, et il y a un deuxième groupe où, quand on est dans un secteur à fort impact, dans ce cas-là, c'est 250 salariés et un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Des entreprises étrangères peuvent être concernées si elles ont une activité en France et un impact en France, même si leur siège n'est pas ici. Avec des sanctions qui sont prévues, des discussions en cours sur le point de savoir s'il va y avoir une autorité de contrôle qui aurait des pouvoirs de sanction, notamment de sanctions administratives. Le contentieux en cours, très brièvement, ça touche plusieurs secteurs, l'eau avec Suez, l'énergie fossile avec Total, en procès retentissant, une décision récente le 28 février à Paris. Je pourrais revenir là-dessus si ça vous intéresse dans le cadre des questions. Et puis l'agroalimentaire, la grande distribution et aussi le financement, donc aussi bien côté bancaire que côté assureur, puisque ceux qui assignent BNP Paribas, Crédit Agricole ou BPCE leur reprochent de financer des entreprises qui sont dans le domaine des énergies fossiles. On pourrait aussi reprocher à des assureurs de garantir des projets, puisque les garanties permettent de réaliser ce projet-là. Donc, on peut appliquer cette même logique-là. Je pourrais y revenir si ça vous intéresse. Alors, dernier point, la responsabilité des dirigeants. Il y a une loi avec des obligations qui sont définies, même si le champ reste large et parfois pas précis. Mais il y a des obligations qui sont derrière. Nous avons des statuts et des déclarations qui sont faites par ces entreprises. Donc, on peut rechercher la responsabilité de dirigeants, soit sur la base de ces lois qui sont parfois précises, soit sur la base de l'application des principes généraux du droit, notamment en matière de faute. Il suffit de déterminer que le comportement du dirigeant a causé la faute et donc le dommage qu'on a subi. Ou alors de dire que si l'entreprise avait pris les mesures adéquates, le préjudice ne se serait pas révélé. On n'aurait pas subi ce préjudice-là. Et donc, aujourd'hui,
nous avons des entreprises qui sont sous l'œil du cyclone et qui sont la cible des ONG qui sont très, très bien organisées et qui ne sont plus seulement des rêveurs parlant de droits de l'homme, mais qui ont derrière des spécialistes qui sont très engagés, qui sont d'anciens de Total ou d'autres entreprises ou de banques, qui sortent de grandes écoles et qui ne rêvent pas que de gagner de l'argent, qui veulent donner du sens à leur vie. Donc, essayons tous, pour revenir à la philosophie, de donner du sens à notre vie et à l'intérêt commun. Merci infiniment, Simon. Merci pour ce cadrage, cette mise en lumière législative, ces perspectives et déjà les sanctions et déjà la responsabilité éventuelle au-delà de chacun. On a un intérêt général à préserver au niveau du monde. Stéphanie, nous avons le plaisir de t'entendre sur ce qui se passe au niveau du groupe Eramet, au niveau du devoir de vigilance, puisque tu es particulièrement investie sur ce sujet. C'est à toi, voilà. Stéphanie. Alors, attendez, je règle le micro parce que moi, je le place un peu plus bas. Vous allez me dire si vous m'entendez bien. C'est OK? Ouais. Mets-toi proche du micro pour parler. Ça. Ouais. Comme ça? Allez, OK, très bien. Alors, je regarde. Voilà. OK, donc déjà, je pense important de vous présenter en quelques mots le groupe Eramet pour que vous compreniez dans quel contexte j'interviens. Eramet, c'est une entreprise française qui est cotée au SBF 120 dans le secteur de la mine et de la métallurgie. Aujourd'hui, on est un groupe d'environ 9000 collaborateurs présents dans 14 pays, dont des pays en Afrique. Donc, on a une mine de manganèse, c'est la première mine de manganèse au monde, au Gabon. On est présent au Sénégal dans les sables minéralisés et on a aussi un projet au Cameroun. On a un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. On dit souvent de nous qu'on est un petit grand groupe. Et une information également, c'est que l'État français détient 26% des parts d'Eramet. Voilà, donc je vais y revenir, mais effectivement, avec l'arrivée de notre PDG actuel, il y a déjà quelques années maintenant, il y a eu une évolution très, très nette dans notre approche et dans notre façon d'opérer, en plaçant la RSE vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise. Alors, en termes de feuille de route stratégique, on s'est repositionné et complètement refocalisé sur la mine et les métaux. Donc, on continue dans nos marchés historiques qui sont, je vous l'ai dit, le manganèse, mais aussi le nickel, notamment en Nouvelle-Calédonie et en Indonésie, et les sables minéralisés au Sénégal. Mais on a aussi développé tout un nouveau pan pour accompagner en fait la transition énergétique. Vous le savez, on va avoir besoin de plus en plus de métaux. Et donc, on est aussi présent pour accompagner ce développement lié à la prise en compte du changement climatique et donc de l'évolution de la transition énergétique. Donc, on a actuellement un projet de lithium en Argentine. On a également un projet de nickel-cobalt pour batterie, parce qu'en fait, ce sont des sels de nickel qu'on utilise. Donc, ce n'est pas le même nickel que celui qu'on utilise en termes de produits qu'on a en Nouvelle-Calédonie, où on fait du ferro-nickel. Et là, on a un projet en partenariat avec BASF en Indonésie. Et puis, on s'est aussi lancé, on l'a annoncé, vers le recyclage des batteries, avec là un projet plutôt situé en France. Alors, Simon l'a mentionné tout à l'heure, effectivement, il y a eu la loi Pacte en France en mai 2019. Et effectivement, le gouvernement français, je vous l'ai dit à départ dans Eramet, a vraiment incité toutes les entreprises françaises et a fortiori celles dans lesquelles l'État avait des actions à prendre le sujet en main, à développer une raison d'être. C'est un projet d'entreprise, donc ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et ça a pris le temps, mais 2 ans après la loi Pacte, en mai 2021, la raison d'être d'Eramet a été définie et inscrite dans nos statuts à l'occasion de l'Assemblée générale. Je vais vous la lire parce que je pense qu'elle est quand même très illustratrice de la direction que prend
que prend l'entreprise. Donc, la raison d'être, c'est devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre pour le bien vivre ensemble. Donc, vous voyez, c'est quand même des mots très forts. Et vraiment, c'est le tone at the top. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a une ambition qui est posée, une vision. Et les actions au quotidien des collaborateurs, ils doivent être complètement en ligne, en fait, avec cette vision impulsée par le management. Alors, ça s'est traduit en réalité derrière par une feuille de route qu'on appelle en interne la feuille de route RSE qui a été définie pour une période de 2018 à 2023. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous allez voir que beaucoup de thématiques, et vous aurez, je sais, les slides après, répondent aussi aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Et on retrouve déjà les grands thèmes qui ont été présentés par Simon quand il vous a parlé de la loi sur le devoir de vigilance, avec vraiment cet objectif d'être une entreprise citoyenne, engagée et contributive. Et vraiment l'objectif aussi derrière, c'est de se dire, c'est un élément différenciant, c'est-à-dire qu'on veut être choisi. On veut être choisi par les partenaires, par les États. On veut être aussi choisi d'ailleurs par nos salariés. C'est aussi une façon d'attirer les jeunes générations, de retenir les talents en les rendant fiers en fait. Parce que c'est vrai que le secteur de la mine n'a pas forcément une très bonne image en a priori. Hein. Donc là, c'est juste quelques chiffres parce qu'effectivement, c'est pour vraiment montrer que derrière ça, on a des indicateurs que l'on suit et sur lesquels on communique. Donc, avec les nouvelles lois européennes en préparation, toutes les entreprises vont devoir aller encore plus loin, mais on le fait déjà et on a des agences de notation extra-financières qui nous évaluent et on voit qu'on est bien positionné. Voilà, l'autre point à mentionner, c'est qu'on s'est engagé sur ce qu'on appelle IRMA, qui est l'Initiative for Responsible Mining Assurance. C'est un organisme indépendant qui a défini des standards, les plus hauts standards possibles pour la mine. Et on s'est inscrit là-dedans. Alors, on a commencé par des audits internes et après, il va y avoir des audits externes pour s'assurer qu'on respecte bien cela partout où on est implanté. Alors maintenant, on rentre plus dans le vif du sujet, effectivement, sur le devoir de vigilance. Alors moi, j'ai voulu insister sur la façon dont on a appréhendé le sujet quand il a fallu concrètement mettre en œuvre et respecter cette loi. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a eu une création en interne d'une direction éthique et conformité. C'est aussi lié au fait que, comme vous le savez, il y avait en parallèle la loi Sapin 2 qui se mettait en place, le RGPD, etc. Donc, ce besoin est apparu et c'est cette direction qui est la porteuse du sujet chez nous. Néanmoins, évidemment, il faut travailler avec plein de directions différentes. Donc, elle assure une coordination. Donc là, je vous les ai listées, hein, mais vous allez voir qu'elles font écho aux thématiques du devoir de vigilance. Donc, chez nous, on a une direction de l'impact sociétal et des droits humains qui travaille plus précisément sur les relations communautaires. Une direction de l'environnement également, la direction de la sécurité au travail, la direction de la santé au travail, la direction de la sûreté, donc le point de vue sécuritaire, la direction des achats. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en réalité, toutes ces directions-là, elles ne rapportent pas forcément aux mêmes membres du COMEX. Voilà, il y a certaines fonctions qui rapportent plutôt au développement durable, d'autres qui rapportent plutôt au directeur financier, d'autres qui rapportent plutôt à la direction des ressources humaines. Donc, vous voyez que c'est vraiment très transverse. Et la direction des risques, nous aussi, on a été très tôt impliqués parce qu'effectivement, il y a une très forte approche par les risques puisqu'on demande une cartographie des risques. Et donc, on a été là en support méthodologique. Et puis aussi, et c'est très important, pour faire le lien avec la cartographie des risques du groupe. Nous, on est risk manager, on fait ce qu'on appelle souvent les cartos ERM. Et donc, il faut vraiment faire le pont et s'assurer du lien et de la cohérence entre les différentes cartos métiers qui existent. Donc, par exemple, la carto des risques environnement et puis la carto des risques de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche en transverse
et de casser les silos. Dernier point, c'est qu'effectivement, ça a aussi demandé à renforcer les équipes. Donc, c'est vrai dans la direction de l'éthique et de la conformité, mais c'est vrai en fait partout, parce qu'on doit de plus en plus faire de reporting et puis aussi piloter tout ça et coordonner cela, parce que ça ne se fait pas seulement en centrale, ça se fait avec les filiales. Et c'est là que je voudrais parler de quelques difficultés de mise en œuvre. On l'a dit, c'est une loi française, mais elle est extraterritoriale. Elle s'applique donc à tous nos pays d'implantation et avec comme difficulté une grande hétérogénéité sur le niveau de maturité de nos sous-traitants. C'est-à-dire que souvent, on a une bonne visibilité sur nos sous-traitants de rang 1, qu'on connaît, etc., avec qui on a des contrats. Mais dès qu'on descend dans la chaîne de valeur de sous-traitance, c'est ce qu'on appelle l'entreprise étendue, là, on a beaucoup moins de visibilité. Et donc, même quand on veut s'appuyer sur des bases de données d'évaluation RSE des entreprises, il faut savoir qu'on a été confronté au fait que, en fait, même la base de données de ces sous-traitants experts, elle est moins nourrie et elle est plus limitée pour nos fournisseurs en Afrique et dans d'autres pays aussi. Mais c'est comme là, on parlait du devoir de vigilance en Afrique. Donc, on a vraiment besoin, c'est ce qu'on a fait, de réaliser des formations pour faire monter en compétence tous les acteurs. Donc, on l'a fait en interne, on l'a fait aussi auprès de nos sous-traitants. Et puis, on a très clairement renforcé nos exigences sur les volets RSE dans nos contrats. C'est-à-dire que nous, en interne, on avait déjà donc notre feuille de route qui très clairement plaçait la barre beaucoup plus haut qu'avant. Mais c'est quelque chose qu'on est aussi allé exiger auprès de nos sous-traitants, mais en leur apportant un accompagnement. Parce qu'effectivement, il ne suffit pas de leur dire, voilà, tu fais ça et puis c'est tout. Voilà, on a vraiment essayé de mettre ça en place et de construire un partenariat gagnant-gagnant sur ces volets-là. Et puis également, un point de vigilance que je voulais mentionner, c'est qu'il faut absolument arriver à donner confiance dans le dispositif d'alerte professionnelle qui est mis en place. Et c'est vrai que là aussi, il peut y avoir des aspects culturels qui entrent en ligne de compte. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, pour conclure, effectivement, hein, il ne faut pas se voiler la face. C'est un vrai challenge. C'est pas facile. Mais on se retrousse les manches et nous, on garde ça comme objectif, comme ambition. Et voilà, c'est vraiment raise the bar. Et voilà comment on s'y prend. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ce témoignage. Ce concret dans l'entreprise, donc on voit bien l'extraterritorialité, la complexité d'aller sur le terrain, la culture qui n'est pas toujours la même, et finalement une difficulté. Quel ROI pour tout ça? Est-ce qu'on a un retour en invest? Est-ce qu'on est vraiment en train d'aller vers la liberté et la sécurité pour atteindre une vigilance? C'est ce que nous allons voir maintenant avec Pierre-Samuel Gage qui va nous parler du terrain, vraiment du terrain, puisqu'il représente le SCIAN, évidemment son cabinet, mais qui a vraiment un retour d'expérience extrêmement concret, et notamment, vous allez en voir sur les ONG et le rôle que les ONG jouent. Ce n'est pas toujours très heureux. Merci, c'est à toi. Donc, bonsoir, donc, je suis Pierre-Samuel Gage, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour parler de ces enjeux qui nous animent. Je dirige en effet un cabinet qui s'appelle Affectio Mutandi, qui est l'hybridation de Publicis et de Greenpeace, tout simplement. On travaille depuis la création sur le suivi des mutations normatives des enjeux ESG, comment est-ce que la soft law a fini par pénétrer la hard law, et on est typiquement dans l'illustration de ce sujet, à la fois avec la loi Pacte et la loi sur le devoir de vigilance. Des activités très claires, en fait, hein, d'exigence, vigilance ESG, de compliance sur ces enjeux, maintenant qu'il y a eu une juridification de la RSE et que la responsabilité sociétale est devenue juridique. Travail de définition de stratégie d'impact RSE, ça c'est sur l'additionnel, le supplémentaire, là où on va au-delà de la réglementation. Et puis un travail d'advocacy, de communication, notamment parce qu'il y a, et on va le voir, une judiciarisation de la RSE maintenant, depuis qu'il y a des poursuites. Donc on a des activités autour de plans de vigilance, on en a réalisé une trentaine jusqu'à présent, dont probablement le premier plan de vigilance franco-allemand, puisqu'il y a une loi française, mais il y a aussi une loi allemande. Et on a donc travaillé spécifiquement sur ce sujet pour articuler des textes qui, bien évidemment, sont différents, sinon ce ne serait pas drôle. Et puis,
très probablement aussi, mais bon, le premier plan de vigilance africain pour une entreprise africaine qui voulait justement se mettre en ordre de bataille sur ces sujets. On fait des stratégies nationales de RSE pour les États, des stratégies d'impact pour les entreprises, de la mine durable, et je vous invite d'ailleurs au sommet de la mine durable qui aura lieu le 12 et 13 juillet prochain à Paris, ou encore de la com de crise, puisque bien évidemment, il y a un moment où il faut faire ce travail de sensibilisation. Voilà. Pour partager sur ces enjeux, je vais faire juste un tout petit focus très rapide pour noter 2 points dans les dernières évolutions de la réglementation européenne, particulièrement, je dirais, sensibles, susceptibles. Le premier, c'est ce triptyque de projets contre la déforestation, contre le travail forcé et contre les émissions de gaz à effet de serre, qui sont, quand on regarde bien, une triangulation aussi de la volonté de lutter contre tout simplement les routes de la soie, parce qu'en fait, quand on articule bien tout cela et quand on sait que les matières premières viennent d'Afrique et qu'on a fait le choix comment dire, d'externaliser nos émissions de gaz à effet de serre en Asie, eh bien, on voit que ce texte, en fait, il est là véritablement pour reprendre la main sur nos chaînes de valeur et porter le coup dans une dimension de géopolitique, pardon. Et l'autre point sur ces 2 textes, sur les 2 premiers textes, c'est que, et c'est aussi une demande qui est faite de la part des ONG dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance et dans la directive européenne encore en discussion, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Et c'est là qu'on va avoir des points de complexité, puisque jusqu'à présent, en fait, c'était aux parties prenantes, je dirais, de justifier d'aller ester en justice, là, et de justifier le fond documentaire sur le. Alors que là, en fait, ce serait à l'entreprise de le faire, ce qui veut dire beaucoup de travail pour nos risk managers, compliance officers et autres acteurs internes. Les spécificités du continent africain, vous les connaissez, hein, sinon on peut les rappeler un tout petit peu, mais très clairement, quand on est dans le secteur de l'économie informelle, il y a toute une dynamique de recettes fiscales insuffisantes, non déclarées, ce qui veut dire toute une série de problématiques assurantielles et puis derrière des non-conformités. Voilà, tout ça est assujetti, en fait, hein, ça fait partie des enjeux ESG sur lesquels on est amené à travailler. On est sur des terrains de migrants, de migration, hein, et ce qu'on va retrouver typiquement comme risque spécifique au Maroc, ce seront des migrants africains qui devront travailler au noir pour pouvoir payer leur passage. Donc, c'est assez facile de regarder. On a tous les aspects de l'administration africaine qui méritent à gagner en expertise, en compétences, en facilité, en moyens humains et financiers, qui sont autant de problématiques qu'on a à gérer, notamment quand on doit justifier au titre du devoir de vigilance. Vous avez bien évidemment la corruption. Hein. La corruption, c'est l'un des premiers facteurs que l'on étudie, tout simplement parce que qui peut le plus peut le moins, et que le meilleur moyen dans les pays à gouvernance perfectible de s'affranchir d'un non-respect d'une réglementation, c'est bien évidemment de corrompre. Encore une fois, des pays qui gagneraient à clarifier et à respecter la liberté d'association et de représentation syndicale. Tous ces éléments-là, justement, sont attendus au bout du compte dans le devoir de vigilance et nous embarquent sur toute une série de risques accrus. Donc, vous voyez, vous les connaissez, les facteurs de risque sont tout de même assez denses. Et par ailleurs, on a une mobilisation des acteurs sur ces enjeux qui vont notamment associer les enjeux de droits humains avec les enjeux de justice climatique, les enjeux de droits humains avec les enjeux de justice fiscale, et qui vont donc aller porter le fer et aller mélanger les genres, ce qui augmente le facteur de risque, bien évidemment. La question des lanceurs d'alerte, avec la spécificité notamment de la plateforme africaine des lanceurs d'alerte, plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, qui se préoccupe beaucoup aujourd'hui surtout des États, mais qui s'intéresse aussi aux entreprises. Et c'est vraiment une disposition très spécifique ayant vocation à porter les enjeux jusque sur le continent français, jusqu'au continent européen, pardon. Et c'est aussi ce que l'on voit à travers la montée en compétences des ONG africaines. Aujourd'hui, on compte plus d'une trentaine d'ONG africaines formées au devoir de vigilance et au fait de poursuivre des entreprises à Paris
depuis Lomé, depuis Cotonou, depuis Abidjan, depuis Sénégal. Voilà. C'est un programme sérieux qu'il faut véritablement prendre, prendre au sérieux, tout simplement parce que ces acteurs n'iront pas chercher nos amis chinois, turcs ou autres, et ils iront chercher en priorité les acteurs français. Bon, quand même garder un petit peu, je sais pas si ça, ouais, faut quand même garder un petit peu de positif en tête et à l'esprit, parce que sur ces questions d'engagement sociétal et avant qu'il y ait une juridification, c'est d'abord de l'engagement volontaire. Il y a quand même un trend qui est très positif, qui nous porte, qui est le fait que l'Afrique s'engage en matière de RSE et en matière de prise en compte des enjeux ESG. C'est pas neutre, c'est plutôt agréable de voir, alors que bien évidemment, les entreprises occidentales apportent beaucoup dans la gestion des enjeux ESG sur le continent africain, que ce soit à travers leurs obligations et les obligations réglementaires ou encore à travers leurs initiatives. La finance est un puissant levier sur le sujet, la finance publique, privée, à travers les engagements pris par l'IFC, par la Banque mondiale sur le respect des principes ESG, donc la gestion des impacts négatifs, et le principe d'impact positif. Donc là, on a vraiment en fait une finance qui se mobilise beaucoup, et on a un sommet les 22-23 à juin à Paris, organisé sous l'égide de l'Élysée, justement pour parler de cette finance à impact et de cette finance solidaire. Et les entreprises africaines également le font progressivement. Plus on commence à avoir de grands groupes africains, plus en fait la dimension de responsabilité prend de l'ampleur, et on a de très très belles histoires chez Action, chez Cofina, chez NSIA. Voilà, on est sur des initiatives très très fortes, d'autant que le continent a gardé, et on l'a vu pendant le Covid, un très fort sentiment de solidarité, et la solidarité n'est pas un mot vain, là où en Europe, on a quand même un peu distendu nos solidarités. Les patronats s'engagent à travers des chartes, à travers des boîtes à outils, à travers des programmes de formation, de sensibilisation, et bien évidemment le CIAN également. En tant que président de la commission RSE et ODD du CIAN, la première chose que j'ai été amené à faire, c'est justement de déterminer une charte sur le sujet, une charte d'actualité. Et puis, on voit les États aussi progressivement prendre en compte le sujet à travers un certain nombre d'initiatives, des lois, des stratégies nationales RSE dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui couvrent à la fois justement une dimension contraignante, réglementaire, sur des minima qui puissent être partagés par tous les acteurs au niveau de chacun des pays, de manière à ce qu'il y ait aussi un fair level playing field qui se développe, mais aussi des dispositions incitatives qui vont de la commande publique à la valorisation des entreprises engagées et qui sont des mécanismes ayant vocation à porter aussi sur ces sujets les entreprises africaines naissantes. On est beaucoup sur le thème de l'industrialisation de l'Afrique. Eh bien, c'est à la naissance qu'on inculque les bonnes valeurs, et c'est un peu le bon moment. Et puis l'OHADA également, puisqu'on a le plaisir de les accompagner sur le sujet. L'OHADA travaille sur l'intégration de la RSE dans son cadre juridique, ce qui veut dire en même temps un effet levier assez important, puisque d'un seul, 17 pays auraient en place des prérequis minimaux sur lesquels finalement nos entreprises européennes sont déjà compliant, mais ayant cette ambition d'impact. Donc, vous voyez que pour garder les choses de manière positive, il y a quand même des choses qui avancent bien dans le sens. Pour avancer toujours plus, un petit effet de style sur les bullet points, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Comment faire avancer les choses justement pour que ça puisse avancer plus vite et que finalement le cadre juridique dans lequel nous sommes astreints puisse devenir le plus partagé au niveau de l'entreprise. 3 leviers: renforcer l'exigence et l'engagement sociétal des partenaires africains dans les chaînes de valeur. De l'ordre, c'est notamment de la responsabilité des directions opérations, AJA et RSE, mais on parle finalement des programmes de renforcement des capacités des fournisseurs, mais également des territoires. Autant, quitte à monter un programme, autant l'ouvrir justement à d'autres acteurs sur le territoire pour qu'ils prennent toujours plus en compte ce sujet-là, ce qui permet à la fois de sécuriser la gestion de ses propres enjeux ESG et d'optimiser les impacts positifs auprès des communautés.
mesurer son impact pour prouver et démontrer sa bonne gestion et sa position d'entreprise citoyenne. Ça, c'est à la fois une autre directive qui en parle, la CSRD, mais en l'occurrence, il s'agit à un moment de parler factuellement de ce que l'on fait de positif pour limiter également les tendances au washing, quel que soit le terme qu'on mette devant, greenwashing, impact washing, ODD washing. Et puis, renforcer les moyens des directions compliance au regard de la complexité des enjeux, parce qu'il y a un petit peu de boulot, il y a une grosse articulation. Notre première activité, il y a une dizaine d'années, quand on a lancé l'entreprise, était déjà de faire en sorte que les directions RSE et les directions juridiques se parlent. Pourquoi? Parce que les juristes considéraient que ce qui était de l'ordre de la soft law n'existait pas, puisque ce n'était pas contraignant. Trois leviers au niveau du continent, donc pousser l'intégration de la RSE dans l'OHADA, accélérer le développement du Global Compact Afrique, qui développe actuellement une stratégie, et je ne peux qu'encourager les acteurs à adhérer au niveau de chaque Global Compact pays en cours de développement. C'est ce qui permettra de faire porter les choses, et puis porter ces stratégies nationales de RSE de manière assez synthétique. Alors, voilà, pour conclure, j'aurais tendance à dire 5 constats que je vous laisse un petit peu parcourir, puisque finalement, je peux appuyer longuement dessus, mais l'ambition, c'est surtout de faire de nos obligations et engagements sociétaux une exigence, facteur de différence et de préférence. C'est toujours la question du moins 10 ans, mieux 10 ans. Il faut qu'on continue à rester les mieux 10 ans. Merci beaucoup, Pierre-Samuel, pour cet exposé. On se rend bien compte que finalement, cette loi de vigilance qui avait été créée par la France est peut-être un avantage stratégique ou peut-être concurrentiel pour les sociétés qui auraient déjà été soumises à cette réglementation. Et quelque part, elles ont avancé dans une RSE qui était extrêmement tôt. C'était très tôt, 2017. Aujourd'hui, on arrive uniquement en Europe et on a 5 ans d'écart. Donc finalement, ne serait-ce pas une belle opportunité pour celles qui avaient déjà commencé à travailler sur le devoir de vigilance? Pour conclure ce tour de table et ses convictions, nous avons le plaisir d'avoir donc Philippe Noireau et qui va nous parler déjà de son expérience chez Orange et également de l'Europe, ouvrir les débats concrètement sur comment ça se passe là-bas. Merci beaucoup, Philippe, à toi. Merci, Bénédicte. Bonjour à tous. Alors, effectivement, beaucoup de sujets ont déjà été abordés. Je rappelle quand même que le devoir de vigilance n'est qu'une étape dans un long chemin mondial qui couvre la RSE au sens large et les droits de l'homme en particulier, ainsi que l'environnement. Dans ce long chemin, il y a un certain nombre de lois que vous voyez rappelées ici. Il y en avait une qui préexistait, qui était la loi Supply Chain Transparency in Supply Chain en Californie, qui a été prise en 2010, avant le Rana Plaza, qui n'a pas eu beaucoup d'effets derrière. Mais il y a eu le Modern Slavery Act qu'a mentionné, je crois, Simon ou Stéphanie. Également aux Pays-Bas, une loi qui est sur le travail des enfants. En Allemagne, c'est sur les supply chains mondiales, sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et puis, ce qu'on va voir arriver, évidemment, dans les 2 prochaines années, probablement, c'est la fameuse directive européenne de l'Union européenne sur la Corporate Sustainability Due Diligence. Et là, il y a quelques points un peu différents par rapport au devoir de vigilance. Notamment, on parle de diligence raisonnable sur les incidences négatives des activités et de la gouvernance en matière de droits de l'homme et d'environnement. Donc, on reviendra un peu plus tard sur cette différence de périmètre déjà avec le devoir de vigilance, mais surtout, ça va créer un élargissement substantiel du nombre d'entreprises qui vont être concernées. En Europe, bien sûr, puisque la plupart des pays étaient partiellement ou pas du tout concernés par des lois sur le devoir de vigilance jusqu'à présent, et en France, puisque le nombre d'entreprises françaises qui vont être concernées va s'accroître, y compris leurs filiales étrangères, quel que soit le lieu dans le monde, africaine ou pas. Donc ça, c'est un point qui est très important. Ce que je n'ai pas écrit sur cette page et qui est aussi très important en matière de différence qui a été évoqué par Simon aussi, c'est qu'il existe une autorité de contrôle et que cette autorité, elle sera à même de prononcer des sanctions financières. Les autorités de contrôle, elles devraient, dans l'état actuel des choses, être nationales, c'est-à-dire que chaque État membre devra désigner ou créer une autorité de contrôle. Alors, entre nous,
on entend dire que l'AFA se serait positionnée d'ores et déjà sur le sujet. C'est vrai ou c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, une autorité de contrôle ressemblant à l'AFA, ça veut dire autre chose que des sanctions au civil qui font peur à quelques-uns, mais pas à tout le monde. Donc ça, c'est un premier point. Et le dernier point pour parler de la CSDD, c'est qu'il y a deux sujets qui restent à clarifier, et avec le comité Sustainability du FERMA, on fait vraiment le maximum pour que les instances européennes prennent en compte ces sujets-là. Le premier, c'est qu'on parle de value chain, chaîne de valeur au pluriel. On ne parle donc pas forcément d'une chaîne horizontale, fournisseur-client. Ou alors, si on parle que de ça, on parle de toutes les chaînes de valeur et pas uniquement de la chaîne principale de la mine, par exemple. Quand on a des activités annexes, et beaucoup d'entreprises ont des activités annexes, on parle aussi de tout ça. Pour Orange, ça peut être la banque, ça peut être autre chose. Et on parle aussi, et on se bat avec le FERMA pour que le rôle du risk manager soit précisé le plus possible dans les guidance, dans les directives qui accompagneront le texte officiel de l'Union européenne, de manière à ce que les entreprises insèrent vraiment la réponse à CSDDD dans le cadre de leur ERM, sur une approche qui soit risk-based. Et ça, c'est fondamental pour qu'on puisse garder, ce qu'on verra dans un slide après, la cohérence entre les travaux qu'on va faire pour le devoir de vigilance ou la CSDDD et les cartographies d'ensemble des entreprises. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, bien évidemment, les sociétés françaises qui étaient soumises et qui sont soumises au devoir de vigilance partent avec un cran d'avance, si j'ose dire, par rapport aux autres sociétés françaises ou autres pays européens qui vont tomber sous le joug de CSDDD. Et ça peut créer donc un avantage sur ce plan-là, et peut-être que pour les risk managers africains qui sont déjà soumis au devoir de vigilance, eh bien, ils sont en avance par rapport à leurs collègues dans des filiales de sociétés européennes qui ne seront soumises que dans un an ou deux au CSDDD. Donc, avec les divergences de périmètre qu'on a vues et qu'on voit ici. Je voudrais rappeler, on ne l'a pas trop dit, un petit peu Simon, mais pas en détail, il y avait quand même 5 composantes dans le devoir de vigilance. Il y a bien sûr la cartographie des risques, on va y revenir dans un instant, mais il y a l'évaluation des filiales, des sous-traitants et des fournisseurs dans ce qu'on appelle des relations de commerce établies, même si elles sont indirectes, c'est ce que vous disiez dans les premiers points, c'est-à-dire que souvent, le sous-traitant de rang 2 ou 3, on n'a pas de contrat avec lui. Et pourtant, on est, entre guillemets, responsable au sens étymologique. On doit répondre de son comportement en matière de droits humains et d'environnement parce qu'on est donneur d'ordre. La loi devoir de vigilance, c'était les sociétés mères et donneuses d'ordre. Donc, il ne faut pas perdre de vue ce périmètre-là qui peut être légèrement différent avec ce qu'on verra avec la CSDDD. Alors, ce que je souhaitais dire aussi sur les composantes, c'est qu'on doit mettre en place des actions pertinentes pour juguler les risques. On doit suivre l'efficacité du plan de vigilance, ce qui veut dire qu'il faut chaque année montrer et communiquer autour de l'efficacité du plan de vigilance. Et dernier point, il faut mettre en place un dispositif d'alerte qui soit ouvert aux tiers. Et l'ouverture aux tiers, le dispositif d'alerte, beaucoup d'entreprises qui sont soumises à Sapin 2 et au devoir de vigilance ont créé un dispositif commun, mais on reviendra s'il le faut sur ce point-là, mais le dispositif d'alerte, avec cette ouverture, eh bien, on retrouve beaucoup de choses qui passent par le dispositif d'alerte et qui ne sont pas forcément du périmètre qui nous intéresse en devoir de vigilance ou en corruption, et qui peuvent aussi parfois être des accusations mensongères ou de la délation ou plein d'autres choses. Donc, il y aura vraiment un travail à faire aussi sur le suivi du dispositif d'alerte qui est important. Je dis ça pour des entreprises qui vont découvrir ce sujet-là dans les quelques années qui viennent parce qu'elles n'y sont pas soumises aujourd'hui. Périmètre précis du devoir de vigilance, légèrement différent de la CSDDD. Droits humains et libertés fondamentales, j'insiste là-dessus.
c'est extrêmement important, santé, sécurité et sûreté, qui ne sont pas ces trois sujets-là expressément dans le CSDDD actuel, et dommages à l'environnement. Donc, les deux points communs, c'est droits humains et dommages à l'environnement. Vous remarquez aussi que, enfin, ce n'est pas écrit là, mais dans le devoir de vigilance, on ne parle pas forcément des activités de la gouvernance, on parle des activités de l'entreprise, au sens très large. J'accélère, mais je fais court, bien sûr. Ce qu'on rencontre dans la mise en œuvre du devoir de vigilance et notamment de la cartographie des risques vis-à-vis des entreprises qui sont soumises, c'est un besoin de cohérence. D'une part, avec les autres cartographies. Vous savez que dans une entreprise, maintenant, c'est bien rare qu'on ait une seule cartographie. Ça arrive encore, mais de plus en plus, on a des cartographies thématiques ou des cartographies Zoom qui permettent vraiment d'apporter un éclairage sur un domaine de risque. Une cohérence entre les entités du groupe, c'est-à-dire qu'il est hors de question qu'une filiale puisse prétendre avoir un risque élevé ou significatif sur un sujet donné qui rentre dans le cadre du devoir de vigilance et qu'une autre, par exemple, n'identifie même pas le même risque, alors qu'elles font plus ou moins la même activité. Et une cohérence au fil du temps, puisque dans une cartographie, vous avez l'efficacité des plans d'action, et comme on doit rendre compte de l'efficacité du plan de vigilance, bien évidemment, on doit s'appuyer sur la cartographie pour faire ça. Les outils pour mesurer la pertinence du plan, ils passent aussi par ce que j'appelle gentiment une dénomination adaptée des risques. En d'autres termes, il faut appeler un chat un chat. Je vous donne quelques exemples, je les ai pris avec moi, ça tombe bien, si je les retrouve. C'est d'appeler le risque, par exemple, d'avoir une insuffisance. Non, je ne l'ai pas pris, c'est dommage. C'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu vous le dire. Mais appelons un risque par ce qu'il couvre. Donc, il s'agit de parler de décès humain et pas de risque d'accident qui serait trop vague. Il s'agit de parler de mise en danger de l'environnement, de pollution. Il s'agit aussi de parler d'un processus de collecte qui serait insuffisant concernant les équipements usagés. Donc, on est vraiment dans les domaines RSE, environnement et droits humains et santé et sécurité humaine. Et on doit appeler un chat un chat. Et on fait une cartographie spécifique dans chaque entité. Je ne sais pas si c'est le cas chez toi, Stéphanie, mais en tout cas, la recommandation, c'est que chaque entité d'un groupe soumis puisse faire une cartographie qui soit similaire à celle du groupe qui sera la base de la communication publique. Et le dernier point, ne pas omettre qu'un risque supplémentaire arrive, celui d'être non conforme, de ne pas avoir de plan ou d'avoir des erreurs dans le plan. Donc, ça ne fait pas forcément partie de la carto du devoir de vigilance en tant que tel, ça peut, mais c'est un risque supplémentaire de non-conformité qu'il ne faut pas négliger. Et je crois que j'en ai terminé. Merci infiniment, Philippe. Merci infiniment. On voit bien toute la complexité de cette mise en œuvre en rapport avec le risk management pour quand même arriver à une législation sans pour autant réaugmenter un risque de non-conformité supplémentaire. Enfin, il y a un moment, on ne sait plus à quel moment s'arrête finalement la menace de tout ça. Et on en oublie un petit peu l'essentiel peut-être de ce que tu disais au départ, Gilbert, qui était liberté, sécurité et vigilance, liberté d'avoir cet objectif. Et tout en gardant un risque, si on n'avait pas suffisamment de sécurité, eh bien finalement, on ne pourrait pas être suffisamment libre. Merci infiniment à tous les quatre. Et en fait, la première question qui me vient à l'esprit après vous avoir entendu, je me demande, est-ce qu'on a vraiment les moyens de surveiller tout ça en Afrique? Alors, on pourrait dire en Afrique, on pourrait dire n'importe où dans le monde. Est-ce que concrètement, on a les moyens de surveiller ce qui se passe au niveau de nos filiales, loin des yeux, loin du cœur? Surtout qu'on a une obligation que de moyens et pas de résultats. Stéphanie ou Pierre Samuel, je ne sais pas. Alors, oui. Alors, on a une obligation de moyens, mais une obligation de moyens renforcée, sur ce qui est de l'ordre de la cartographie des risques
donc de la cartographie des risques internes, et ensuite dans la chaîne de valeur et chez les partenaires et chez les fournisseurs. Donc, comment ça s'appelle, les ONG y sont particulièrement attentives. Est-ce qu'on en a les moyens? C'est ce que j'évoquais notamment dans mon slide sur la complexité de travailler sur le continent africain. Il y a toujours énormément d'aléas. De dire qu'on en a les moyens en permanence, personne ne peut le garantir. Personne ne peut le garantir. On sait qu'il y a, au-delà même de l'économie informelle, on connaît les enjeux, mais ça va du respect des horaires de travail, hein, en effet, l'aléa, quand on va mobiliser un fournisseur et que lui-même fait appel à des intérimaires et qu'il s'agit d'aller mieux connaître les journaliers qui sont utilisés par l'agence d'intérim du fournisseur. Donc, les fils sont extrêmement tenus. Surtout quand on est dans de l'autodéclaratif à la fin, sur de la bonne conscience, c'est pas évident. Quand on est dans le système, par exemple, IRMA, tu disais tout à l'heure, Stéphanie, IRMA, c'était du déclaratif au départ. Et il y avait quand même un système qui peut-être permettait d'infuser ces éléments-là. Est-ce que IRMA est une bonne manière, finalement, d'essayer de faire diffuser cette culture, de faire progresser au fur et à mesure? En fait, les standards ont été définis conjointement. Enfin, c'est vraiment multi-parties prenantes, puisqu'il y a des industriels, mais il y a aussi justement des ONG, des grands organismes internationaux, etc. Donc, ce n'est pas seulement les miniers qui ont défini ces standards-là. Ce que je trouvais intéressant aussi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Pierre Samuel, c'est que dans certains cas, les standards que nous, on exige de nos fournisseurs, ils vont au-delà de la loi locale. Et donc ça, c'est compliqué parce que finalement, ils nous disent, mais attendez, moi, je respecte la loi, bon, vous me demandez ça, mais en fait, je pense que dans certains cas, ils ne comprennent pas pourquoi on vient demander ça. Donc, ça peut être sur effectivement des horaires de travail ou des conditions de logement, dans certains cas, notamment dans des chantiers de construction, par exemple, des choses comme ça, où nous, on va avoir des standards internationaux les plus hauts possibles. Et donc, ça, c'est une réalité, effectivement. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Bénédicte, concernant le déclaratif. Il ne faut pas perdre de vue que toutes les lois récentes depuis quelques années qui mettent le risque au centre, elles sont le fruit des attentes citoyennes, des attentes des sociétés finalement que représentent les citoyens ou l'État et les États. Et donc, elles sont le fruit des attentes des parties prenantes des entreprises, de son écosystème. Or, la plupart des mises en cause dont on a parlé, ce sont des mises en cause d'organismes qui n'ont pas de relation commerciale établie avec l'entreprise, mais qui se basent uniquement sur ce que l'entreprise écrit publiquement pour les attaquer, ou essentiellement sur ce qu'elle écrit publiquement ou sur ses actes. Je ne suis pas avocat, mais je dirais que l'importance du déclaratif et de la communication publique par rapport au plan de vigilance notamment, et pour tout ce qui est d'ailleurs la DPEF, tout ça, c'est scruté par les ONG et c'est ce qui déclenche un certain nombre d'actions derrière. Oui, mais il y a plein d'entreprises qui ne communiquent pas, qui n'ont pas à rendre des comptes sur la place. Alors, comment on fait pour faire cette surveillance? Simon, est-ce qu'on est capable d'avancer avec quand même se dire qu'on est en train de progresser, que le devoir de vigilance se met en place et pour autant, on ne rend pas de compte sur la place publique? Est-ce qu'on est capable d'avancer? Est-ce que c'est réaliste finalement? Je pense que les choses doivent être prises de façon progressive et que c'est d'ailleurs la philosophie de la loi. La loi vigilance, je le rappelais tout à l'heure, il y a cette obligation qui est une obligation de moyens, même s'il est renforcé d'une part, mais d'autre part, il y a la notion qu'on rappelait tout à l'heure qui est cette notion de partie prenante. Et ça, les entreprises l'oublient parfois, certaines entreprises en tout cas. L'idée, c'est d'établir le plan en tenant compte des attentes des populations locales notamment, des ONG qui sont actives, des États, des villes sur les territoires desquels on se déploie. Et si je me place, moi, en tant qu'avocat, face à un juge, mon rôle, ça va être d'expliquer au juge
que l'entreprise que je défends ou celle que j'attaque, ça dépend du positionnement que j'aurai, travaille avec les populations ou pas et tient compte de leurs attentes. Quand on prend l'exemple du procès Total avec un projet en Ouganda, qu'est-ce qui est reproché, à tort ou à raison? C'est qu'on ne tienne pas compte, justement, des demandes qui sont faites par ces populations-là, qui ont été privées de leurs terres, avec un projet qui traverse un parc national, qui passe par un lac, le lac Albert, qui est connu, etc. Donc, voilà, Total, pour se défendre, dit au contraire, nous avons consulté les gens, certes, des gens ont été déplacés, mais à côté de ça, on les met dans des situations et des positions qui sont acceptables. Alors, acceptables pour qui? Oui. Et c'est tout l'enjeu. L'enjeu, c'est d'arriver, comme le souhaite le législateur, à créer un dialogue, un espace de concertation entre les populations, les ONG et les entreprises. Après, est-ce que c'est conciliable? Pour l'instant, ça paraît l'être de façon extrêmement difficile, sauf quelques rares cas. Mais ça veut dire que, au-delà de la communication publique théorique, etc., il faut que sur le terrain, on fasse en sorte que on soit accepté et que chacun trouve son intérêt dans le projet. Est-ce qu'on n'exporte pas un peu sa bonne conscience quand même parfois à vouloir mettre sa loi là-bas alors que c'est pas la façon dont fonctionnent les territoires, les locaux? Alors, la loi, oui, mais le besoin le même. Qu'on soit en France ou en Ouganda, chacun veut garder sa terre ou que si sa terre doit être utilisée, elle le soit dans des conditions qui soient acceptables. Donc, je pense que l'objectif global est le même partout. Après, les exigences peuvent être différentes au Sénégal, au Gabon, en Ouganda ou en Chine qu'en France, ça c'est vrai, mais les objectifs qui sont que l'entreprise soit vigilante sur les impacts sociaux et environnementaux de son activité, ça, je peux me tromper, mais je pense que c'est universel. En fait, voilà, il faut juste remettre les choses dans le contexte. Hein. C'est le contexte du Rana Plaza. Et ce contexte du Rana Plaza, ses spécificités, c'est notamment le fait que vous aviez des marques françaises, européennes, qui prestaient avec des partenaires, qui eux-mêmes sous-traitaient et qui eux-mêmes pouvaient sous-traiter sans prévenir les marques, hein, dans un cascading, dans un environnement réglementaire extrêmement limité, avec 4000 unités textiles et 50 inspecteurs du travail pour surveiller ces 4000 unités textiles, et un parlement au Bangladesh, hein, composé à 17% de députés venant du secteur textile et qui n'allaient pas donc se tirer une balle dans le pied en renforçant des moyens déjà limités du côté de l'inspection du travail local. Donc, vous voyez, c'est cette responsabilité-là, finalement, qui nous incombe et qui nous remonte à ce sujet-là. C'est le fait de savoir si on doit acheter des t-shirts à 2 € ou à 4 €. Donc, il y a une question de pouvoir d'achat à la fin, de notre côté. Et c'est l'un des deux grands leviers de l'Europe, d'ailleurs, c'est sa capacité à acheter et à même s'endetter pour acheter, hein, bon, puisqu'on ne produit plus, et sa capacité à normer pour faire imposer son système de valeurs et son système. Bon, c'est le deuxième levier, et c'est la CSRD et la CSDD. C'est aussi une question culturelle, hein. Évidemment, c'est impensif peut-être de dire ça, mais quand on compare le secteur du bâtiment travaux publics, que je connais un tout petit peu à titre personnel, en Europe et même en France, avec les mesures de sécurité obligatoires, et ce qu'on peut voir quand on voyage dans des pays africains ou asiatiques, par exemple, et je ne jette pas l'opprobre, je dis simplement c'est ce qu'on voit.
on constate que la conscience du risque, ou en tout cas l'acceptation de la prise de risque par un certain nombre de personnes ou d'entreprises, est complètement différente de ce que nous serions à même de tolérer en Europe ou même en France. Donc, c'est compliqué pour le risk manager et pour les entreprises françaises et demain européennes d'aller aussi essaimer cette culture dans des pays où ce n'est pas natif, quoi. Sans jeter la pierre aucunement, hein, simplement, c'est culturel. D'ailleurs, c'est un des points importants dans le risk management, c'est d'objectiver. Parce qu'on est sur le ressenti la plupart du temps. Et dès qu'on commence à objectiver et à mettre des chiffres et à mettre des lettres, à mettre des scénarios, tout de suite, on commence déjà à parler d'appétence, à parler de stratégie de prise de risque partagée au niveau de la direction générale, au niveau du groupe. Gilbert, tu voulais poser une question? Oui, dans la suite de ce que vous disiez, en fait, la question que je me pose, que je vous pose, en fait, finalement, peut-être à Pierre Samuel ou même à Simon Day, c'est devant cette inflation législative, je dirais, le fait qu'il y a énormément de lois qui sortent provenant de différents pays. Il y a le fait que la RSE donc, est en train d'être mise en place au niveau de l'OHADA. Vous parliez de la Charte du Scion, le Global Compact, le CSDD, etc. Est-ce que ça ne crée pas finalement un embouteillage qui est une bonne raison de ne pas appliquer finalement les règles, les normes qui sont dictées à travers ces différentes législations? Alors, en fait, on a un cadre commun sur le sujet qui a été déterminé par l'ONU. Ce sont justement les 17 objectifs du développement durable, les 17 ODD. Et le volet positif de ces 17 ODD, c'est qu'ils sont partagés. Pendant longtemps, en fait, on avait des chemins pour chaque acteur, mais quand on a un chemin par acteur, on ne se croise pas, hein, on reste dans son couloir et on ne crée pas le 17e ODD qui porte sur les partenariats. Là, c'est une boussole commune et donc il y a un moment où vous êtes obligé justement de vous retrouver ou de vous réunir. Bon. On verra hein, le bilan des ODD en 2030. L'état d'avancement des pays est différent et comme on est aussi en pleine montée de démocrature, hein, on va dire pudiquement, forcément, certains acteurs sont plus ou moins engagés et plus ou moins appétents sur le sujet. Mais si je prends un exemple au Bénin, par exemple, le premier mandat de Patrice Talon s'est caractérisé par un développement économique extrêmement fort et sur la fin de son mandat, une petite loi qui a fait quand même grincer les dents pas mal d'acteurs de la société civile et des partenaires sociaux, qui est l'interdiction du droit de grève, voilà, interdiction du droit de grève dans le service public, considérant que le service public doit garantir sa continuité, et dans le secteur privé, 1 jour par mois. Pas plus. Je dois vous dire que ça n'a pas d'impact. Hein. C'est le RTT, quoi. Bon. C'est ça la nouvelle ESG, finalement. Hein. Bon. Mais une fois son premier mandat passé, il a ensuite lancé une politique sociale, à travers notamment une politique de redistribution, notamment à travers des entreprises. La particularité, c'est que pour redistribuer, il faut avoir de quoi redistribuer. Donc, il y avait besoin de développement avant de penser de développement durable. Bon. Après, oui, il va y avoir un millefeuille. Et en France, on est les spécialistes hein, du millefeuille réglementaire et juridique. Il va falloir concilier hein, pour des entreprises des règles qui sont de l'ordre de la directive, de l'ordre de la loi française, de l'ordre de la loi allemande. Bon, et puis, encore une fois, il y en a plusieurs en prépa. Il y en a d'autres déjà votés aux Pays-Bas ou en Norvège, et il y en aura d'autres encore. Donc, à chaque fois, il y aura des petits points de spécificité. Mais il va falloir quand même avancer. Et le meilleur levier, c'est cet objectif commun. Oui, je ne sais pas, c'est peut-être une question à Simon, on verra, mais le devoir de vigilance, c'est droits humains et libertés fondamentales. Je me demande simplement si le droit de grève pour les filiales françaises au Bénin, ce n'est pas un des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, donc je ne sais pas. Hein. Alors, cette question et puis celle que je t'ai donnée par le SMS. Alors, le droit de grève, ça dépend en fait, en matière de droit du travail, ce qu'on va appliquer si les travailleurs sont au Bénin, c'est la loi béninoise. Et ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on va avoir au Bénin des employés qui disent « je veux aller en grève »
Et est-ce que c'est Orange ou Eramet sur le plan local qui interdit, ou est-ce que c'est la loi qui l'interdit? Si c'est la loi, ce n'est pas la faute de l'entreprise, c'est la loi qui est comme ça, et ils ne seront pas sanctionnés par l'employeur, c'est la sanction vient de la législation locale. Donc, on voit bien le conflit, en fait. On voit bien cette difficulté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on est là dans un exemple qui est l'exemple, entre guillemets, caricatural, où si on a une divergence entre les deux lois, il faut voir l'entreprise, quelle est sa politique, quels sont ses risques, et puis voilà. Son opportunité, peut-être. Oui, et l'opportunité. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Alors, pour revenir un peu à ce qui était dit tout à l'heure sur la croissance, le millefeuille, l'accumulation de législation, c'est vrai que c'est plus simple d'avoir une seule loi ou une seule directive européenne claire, nette et précise, ça c'est clair. Mais pour l'instant, ce que je vois des textes, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Parce que là où il y a un danger de millefeuille, c'est lorsque ça va dans tous les sens. Pour l'instant, ça va quand même dans le même sens. Donc, et d'ailleurs, oui, il y a des différences, mais voilà, il y a des écarts, mais je ne vois pas de contradiction. Voilà. Alors d'ailleurs, une des questions par Internet, c'était est-ce que les entreprises françaises ayant des filiales à l'étranger peuvent-elles faire l'objet de sanctions en France pour leurs actions en Afrique, comme c'est le cas aux US? La réponse, c'est oui. C'est déjà le cas dans différents domaines. En matière de corruption, une entreprise française qui est accusée de corruption en Afrique peut être poursuivie en France. Il y a un rattachement lié à la nationalité, entre guillemets, de l'entreprise. Il peut être lié à la nationalité des dirigeants qui sont poursuivis. Et ensuite, la loi vigilante, je l'indiquais tout à l'heure, il y a tout un volet d'extranéité qui fait que les filiales sont concernées, les fournisseurs sont concernés, les sous-traitants, où qu'ils se situent. Donc, pour moi, la réponse est très claire. Les entreprises françaises peuvent être poursuivies en France pour des activités en Afrique. Oui, moi, je voudrais juste poser une question simple. Est-ce que les assureurs peuvent intervenir? Parce qu'on parlait de responsabilité des mandataires sociaux ou la responsabilité des dirigeants. Là, on parle de la responsabilité de l'entreprise. Alors, il y a des actions qui sont menées par des ONG contre l'entreprise. A priori, ce que j'ai compris, c'est devant des tribunaux civils. Et puis, il y a des sanctions administratives, des sanctions pénales. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire intervenir un assureur? Alors, la réponse pour moi, c'est oui. Alors, ensuite, faut voir jusqu'où va l'assureur, puisque le principe en matière de RCMS, donc de responsabilité des mandataires sociaux, c'est qu'on couvre la responsabilité civile du mandataire social, on couvre aussi les poursuites pénales et les enquêtes de façon générale. Donc là, le champ est très large. Mais on reste là dans le cadre des frais de défense. Ensuite, si on passe à la responsabilité elle-même, à la sanction, si c'est une amende qui est une amende pénale, c'est clair que ce n'est pas couvert. Si c'est une amende civile, on ne connaît pas cette notion-là en droit français, on connaît plutôt des amendes administratives type AMF et autres. Et il y a toute une discussion en droit français qui n'est pas tranchée de savoir si ça peut être couvert ou pas. Certains assureurs disent non, donc on ne tente même pas. D'autres assureurs disent nous couvrons si c'est autorisé par la loi qui est applicable. Donc, si c'est aux États-Unis, ça peut être couvert. Si c'est en France, il faut voir si c'est couvert ou pas. Et moi, j'ai des dossiers dont je ne vais pas parler, mais ce que je peux dire, c'est que dans certains dossiers que j'ai eus, défendant l'assureur, on s'en est sorti en disant, de toutes les façons, quand on a sanctionné ce dirigeant, c'est parce qu'il a commis une faute
qui est une faute intentionnelle. Or, la faute intentionnelle ne peut pas être garantie par l'assureur. Merci beaucoup. Marie-Alice, tu voulais préciser quelque chose? Non, je me demandais si cette inflation réglementaire avait déjà conduit à des actions d'entreprise qui seraient d'une certaine manière défavorables économiquement pour le pays, dans le sens où, par exemple, une entreprise, parce qu'elle a peur de la sanction, se désengage de tout un pays. Le risque de désinvestissement, finalement. Oui, voilà. Peut-être Pierre Samuel? Ça fait partie des risques pays qui se multiplient sur le continent africain. Donc, c'est un risque de plus, c'est un risque nouveau. C'est un risque naissant, hein, puisque pour le moment, on a une vingtaine de mises en demeure et saisines. Il y a des atteintes réputationnelles hein, qui sont très, très dures, très lourdes. Il y a parfois, d'ailleurs, des cours de bourse qui chutent de 30% parce qu'il y avait des mauvaises pratiques aussi. Hein, et là, on est en Amérique latine, parce qu'il y avait aussi des pratiques non respectueuses hein, du droit du travail. Donc, conclusion, l'annonce d'un audit en Colombie, me semble-t-il, dans un groupe de télécommunications hein, et de centres d'appel, fait perdre 30-35% de la valeur boursière, comme pour Orpea, quoi. Donc, le risque augmente. La particularité, quand même, c'est que, je parle pour l'Afrique, hein, pour le reste du monde, c'est que les entreprises françaises qui opèrent sur le continent africain, elles opèrent quand même depuis des décennies, voire des siècles, hein, et elles ont une pratique du risque, une pratique locale du risque. Voilà. Donc, elles sont plutôt assez bien, je trouve, assez bien aguerries sur le sujet. Et puis, la particularité de l'homme, c'est, de l'homme ou de la femme, il n'y a pas de débat, c'est d'apprendre à d'évaluer et de gérer les risques. Donc, et derrière, c'est des moyens supplémentaires, en effet, à mettre en œuvre. Ça peut fragiliser des équilibres économiques et pousser, en effet, à ce qu'il y ait un désinvestissement parce que, en fait, entre le bénéfice et le risque, c'est trop lourd et ce n'est plus supportable. Merci, Pierre Samuel. Philippe, une réaction? Oui, c'est une bonne question, Marie-Élie. Je crois que c'est un sujet qui rentre avec d'autres sujets RSE dans la prise de décision de lancer des activités ou pas dans un pays. Et demain, avec la CSDDD, le nombre d'entreprises concernées va croître, mais la taille des entreprises concernées va baisser. Et donc, ces entreprises-là auront moins, entre guillemets, les moyens en interne d'analyser tout ça. Et peut-être qu'elles vont se montrer plus frileuses qu'avant en disant « je ne vais pas aller continuer à travailler avec eux parce que c'est trop risqué, je vais me prendre des prunes, etc. » Donc, il y a ce danger-là qui existe avec la CSDDD, peut-être qui n'a pas été beaucoup identifié jusqu'à présent dans les différents webinaires auxquels j'ai assisté. Et je pense que ça peut se matérialiser. Ça touchera l'économie, alors pas celle dont on parle aux 20h, mais celle qui est sur le terrain, quoi. Les sous-traitants, les gens qui travaillent vraiment, pas les donneurs d'ordre, quoi, finalement. Et ça risque de changer la donne. Et alors ça, c'est une menace claire par rapport à l'investissement des petites structures qui n'auraient pas les moyens de mettre en œuvre des cartographies renforcées, comme on en parlait tout à l'heure, et qui finalement renonceraient à investir, mais partout dans le monde. Hein. On en revient à cette problématique-là. Pierre Samuel. Oui, alors pour le coup, comme c'est aussi finalement un travail de maïotique et de maillage, le bénéfice, c'est que ces petites entreprises vont retrouver sur le continent africain des entreprises africaines qui auront été rendues compliant par les grands groupes. Oui. D'accord. Donc le chemin est en train de se tracer. Et tout le chemin, et tout l'équilibre. Le chemin est en train de se tracer. Les programmes qu'on porte, typiquement nous, c'est du renforcement de capacité des fournisseurs et des PME des territoires pour que justement, ils meet the expectation avec les 13 000 entreprises européennes qui sont concernées, donc elles sont nombreuses, les 4 000 entreprises non européennes, mais qui opèrent sur le continent français. Enfin, européen, il faut que j'arrête avec le continent français, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais donc, il y a ça aussi. Donc, vous voyez, il va falloir faire un travail par capillarité. C'est surtout là-dessus. Et puis, on va espérer, dans les trois règlements que je vous ai montrés tout à l'heure, qu'il y ait justement un niveau de contrainte qui soit imposé
justement aux autres acteurs, ceux qui veulent venir travailler en Union européenne et commercer en Union européenne, et par extension, devoir proposer des produits où il n'y a pas de travail forcé, il n'y a pas de déforestation et il y a des engagements climat. Donc, c'est le jeu. C'est pour ça que je disais que la force de l'Europe, c'est sa capacité à normer et à acheter tout en s'endettant. Voilà. Oui, je voulais dire aussi que dans certains cas, il peut y avoir aussi une exigence des États d'avoir une part de localisation. Et donc, ça, pour le coup, je dirais que c'est très vertueux parce que ça va obliger, du coup, à faire monter en compétence tout le tissu industriel local. Voilà. Donc ça, c'est une opportunité, finalement. Oui, c'est une opportunité pour le, je pense, globalement, pour le pays, très clairement. Hein. Exactement. D'autres opportunités, Stéphanie, par rapport à ça, justement par rapport à la législation que tu verrais soit en local, soit pour l'entreprise en général? Alors, oui, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. C'est que, nous, je pense qu'on a vraiment souhaité rendre le risque RSE, qui était au départ un risque, le transformer en opportunité, justement, en faisant un facteur différenciant par rapport à la concurrence, en étant pionnier quelque part dans les bonnes pratiques. Et donc, effectivement, en allant dans cette boucle vertueuse de l'amélioration et de monter dans les standards, en fait. Oui, bonsoir à tous. Merci pour cette présentation. Une question pour Madame Canino. Question assez classique, mais je serais ravie d'avoir votre regard opérationnel. Vous avez fait le choix chez Eramet de faire une cartographie dédiée aux devoirs de vigilance, ou est-ce que vous avez intégré les objectifs devoirs de vigilance, santé, sécurité, environnement, etc., dans une carto globale incluant la corruption, etc. Merci. Alors, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas une seule carto devoir de vigilance. On a des cartos qu'on appelle les cartos métiers. Donc, par exemple, la carto des risques environnement, la carto des risques droits humains, la carto des risques sécurité au travail, etc. Donc, c'est plutôt la combinaison de ces cartographies qui répondent aux devoirs de vigilance. Et derrière, bien sûr, il y a des risques, il y a des plans d'action qui sont suivis par les métiers et avec les filiales. Et ensuite, on fait le lien avec la cartographie des risques du groupe, où effectivement, là, on interagit régulièrement. Enfin, moi, j'interagis régulièrement avec toute mon équipe, avec les directions concernées, pour avoir une bonne visibilité de l'efficacité des plans de traitement et éventuellement rectifier le tir ou mettre des moyens complémentaires. Enfin, une démarche classique de gestion des risques après. Cela dit, juste pour préciser, c'est vrai qu'actuellement, on se pose la question de recréer une seule carto devoir de vigilance. Et un complément également, c'est que dans nos critères pour évaluer les risques, on a introduit maintenant des critères extra-financiers. C'est-à-dire qu'historiquement, c'était plutôt des seuils financiers. Et maintenant, justement, on a travaillé avec ces métiers pour se dire, bah voilà, un risque faible, ça veut dire ça dans le domaine environnement, dans le domaine sécurité au travail, etc. Et un risque critique, ça se traduit comme ça. Voilà, et c'est lié aussi à l'appétence au risque. Enfin, il y a plein de thématiques associées. Oui, on revient toujours à objectiver le risque, c'est-à-dire le quantifier au maximum, le qualifier, le quantifier. Et un point, exactement. Et un point important, c'est je trouve, hein, pour nos métiers de risk manager ERM, c'est d'adopter le langage de nos experts, en fait. Oui. Le bon jargon, avoir le bon vocabulaire quand on s'adresse aux gens de terrain, mais qui viennent de ces métiers-là. Hein. Oui, tout en restant bien clair sur, tu disais tout à l'heure, Philippe, la dénomination du risque, ne pas tourner autour du pot, le dire franchement. Alors, c'est vrai que du coup, l'avantage de ces cartos métiers qui sont effectivement des zooms, hein, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir avoir des risques beaucoup plus spécifiques et pas des macro-risques un peu chapeau ou qui englobent trop de choses, en fait. Donc, c'est là que c'est intéressant parce que c'est là qu'on va pouvoir vraiment analyser les causes et vraiment aller traiter le fond du sujet en réalité. Parmi les exemples que j'avais avec moi, mais je n'ai pas retourné ma feuille, il y a conditions de travail indécentes. Il y a éventuellement atteinte à la liberté d'expression. Il peut y avoir traitement inapproprié des déchets dangereux. Où que ce soit dans le monde. Hein. On est soumis en France par un texte français, mais si la pile de téléphone pourri, elle est en Afrique ou en Asie,
c'est Orange qui est responsable, surtout s'il y a le logo Orange sur les téléphones. Donc, vous voyez, la dimension entreprise étendue, elle est présente, y compris dans ce qu'on ne gère pas en direct, voire dans ce que gère tout simplement la population locale de manière indépendante, sans en parler à aucune entreprise ou à aucune filiale. Donc, la précision de la dénomination des risques, ça a toujours été un de mes chevaux de bataille. On en a souvent parlé avec Stéphanie et avec d'autres. Je crois que c'est un intangible de l'ERM. Si on n'appelle pas un chat, on n'arrive à rien. Parce qu'on ne se fait pas comprendre et quelque part, on ne fait pas avancer l'entreprise dans les mesures nécessaires à mettre en place. Merci Philippe. J'ai une dernière question pour Simon qui vient d'Internet. Et pendant ça, je vais demander aux autres de bien réfléchir au petit conseil. Vous vous rappelez, demain, je démarre, je veux investir en Afrique. Quel conseil donneriez-vous à une entreprise pour partir là-bas vis-à-vis du devoir de vigilance? Ce serait quoi votre conseil du soir pour partir investir en Afrique? Simon, tu n'as pas le temps de réfléchir. Pour toi, des questions. Il y avait deux questions. Est-ce que la loi locale était en train de bouger au niveau du devoir de vigilance? C'était la première question. Et ne sommes-nous pas en train de créer un risque d'ingérence sur la souveraineté nationale de certains pays? Alors, c'est toute la problématique de l'extraterritorialité, ce que font les États-Unis depuis très longtemps sur plein de sujets. Aujourd'hui, finalement, l'Europe est en train de découvrir cette extraterritorialité. Voilà, donc c'était ces deux petites questions pour toi, pendant que les autres réfléchissent au mot de la fin. Alors, est-ce que la loi locale bouge? La réponse, c'est oui, mais ça dépend des pays. Quand je prends un pays comme le Sénégal, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont faites depuis quelque temps sur tout ce qui est RSE, sur tout ce qui est local content, donc contenu local, avec une loi PPP et d'autres lois. Donc, très clairement, la réponse pour le Sénégal et pour plusieurs autres pays, c'est vrai. Et ça a été indiqué d'ailleurs aussi tout à l'heure, au niveau de l'OHADA, il y a un projet qui porte là-dessus. Donc, l'idée, c'est de pousser les entreprises à aller de l'avant dans ce domaine-là. Et je trouve que c'est positif. Sur la souveraineté, je ne pense pas, parce que, en fait, le devoir de vigilance en France n'est pas imposé aux États africains. Il est imposé aux entreprises françaises qui opèrent en Afrique. Et donc, c'est la France qui va les poursuivre, ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas la Gambie, sauf si il y a des activistes gambiens ou togolais qui se disent on a violé le droit local et on poursuit. Et ça, qu'il y ait devoir de vigilance en France ou pas, on peut le faire localement. Donc pour moi, c'est plutôt un avantage pour les populations, puisque ce qui m'intéresse finalement, c'est la population qui est concernée, qui, en matière de droits humains, en matière d'environnement, de sécurité, vont bénéficier de garanties que j'estime être des garanties supérieures. Après, on se demande si ça freine, ça ne freine pas, c'est un débat économique qui est intéressant, mais moi, je préfère avoir des ouvriers togolais qui sont protégés sur le plan sécurité que de se dire localement, ils n'ont pas l'habitude, il ne faut pas qu'on les embête, laissons-les sans casque, et puis s'ils s'écroulent, ce n'est pas grave, ça correspond à ce qu'ils ont connu depuis les… Voilà. OK. Réaction? Merci. Une petite dernière question sur l'évolution des fonctions, si on se met en perspective. Fonctions risk management et RSE, comment vous les voyez évoluer? Elles vont se marier, l'une va passer sous la tutelle de l'autre, elles vont vivre en parallèle. Et si vous deviez parier ou travailler dans 5 ans ou dans 10 ans, vous iriez où? Un sentiment complètement personnel. Je ne crois pas elles vont travailler ensemble, bien sûr, mais je ne pense pas qu'elles vont fusionner parce qu'il y aura une composante RSE de plus en plus importante pour le risk manager, mais pour l'ERM,
La RSE est une catégorie de risque parmi beaucoup d'autres. J'ai envie de dire que la méthode et l'approche de gestion des risques doit être similaire, quelle que soit la catégorie de risque, à partir du moment où on est capable de mettre en place une méthode qui répond aux attentes des lois. Donc, personnellement, je les vois travailler ensemble, mais je ne les vois pas fusionner ou devenir une seule équipe. D'ailleurs, je vais signaler, j'en profite pour signaler l'excellent ouvrage, alors cahier technique, je ne sais pas comment on l'appelle, livre blanc de l'AMRAE, que Stéphanie Canino a piloté sur les menaces et opportunités liées au changement climatique. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, franchement, mais foncez le chercher, c'est passionnant, c'est très pragmatique, c'est exhaustif. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, donnez-le à votre direction, faites-le passer à vos administrateurs, à votre direction générale. Merci de ce travail, Stéphanie, avec l'équipe, hein, vraiment. C'est le mot de la fin, Pierre-Samuel. Tu es prêt? Presque, parce qu'en fait, je vais compléter le propos. D'accord. Les patrons de la RSE, les patrons de la RSE sont ravis de se dessaisir de ce sujet. Parce qu'en fait, le cœur de leur activité, c'est l'engagement sociétal. C'est de la recherche d'impact positif. Et ces mutations normatives sur ces 10 dernières années, que ce soit sur les questions du climat, de l'environnement et compagnie, font qu'elles sont obligées de faire un travail de reporting pour lequel elles n'avaient pas le mindset au départ. Que ce soit la DPEF, la taxonomie verte, le devoir de vigilance, tout cela, au bout du compte, qu'elles géraient de manière proactive, sans réglementation, sans obligation, eh bien, est devenue pesante pour elles, notamment pour aller porter des projets qui viennent plus transformer l'entreprise dans une dimension d'entreprise contributive ou régénérative. Donc, elles sont ravies sur le fond. Elles l'attendent. Sans parler de la double matérialité, qui est un vrai sujet sur lequel le risk manager, je pense, a des choses à raconter. J'ajoute un dernier mot, c'est qu'on voit un rapprochement entre le financier et l'extra-financier se dessiner. Et donc, je vois plus l'extra-financier se rapprocher du financier que la RSE se rapprocher du risk management à titre personnel, mais je ne sais pas. Compliance et contrôle de gestion. Bon, je pense qu'on a déjà des thèmes. En tout cas, le Club Franco-Risk, vous avez plein de thèmes pour les séances à venir. Un petit mot de la fin chacun. Avec quoi on repart? Chacun en deux mots. Stéphanie, peut-être tu commences? Je pense que ça va reprendre quelques éléments de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a différentes choses à différents niveaux. Au niveau du corporate, il y a vraiment cette idée d'un groupe de travail quelque part à monter avec les fonctions, les métiers, ce que j'appelle les métiers, les fonctions impliquées pour travailler ensemble et justement avoir cette approche par les risques. Avec aussi derrière sans doute des standards à déployer chacun dans son domaine. Et justement, c'est là qu'il y a le deuxième volet qui est le volet terrain, le volet dans les filiales, dans les pays, où pour le coup, pour moi, ça va beaucoup passer par de la formation, de la pédagogie. Et je pense qu'il faut aussi être conscient que ça va quand même prendre du temps. C'est-à-dire que voilà, ça ne va pas se faire comme ça. C'est sûr. Donc, ça, je pense qu'il faut y aller en l'acceptant au départ, mais se dire que par contre, on va y arriver, se donner les moyens, s'appuyer sur le corporate et le siège qui apporte des outils quand même, qui est là pour ça. Et voilà, et ça, je pense que ce sont des bonnes pratiques. Merci. Pierre-Samuel ou Simon? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Stéphanie, c'est-à-dire que c'est en mouvement irréversible. Donc, à mon avis, ça ne sert à rien de résister. On a plutôt d'ailleurs intérêt, en avantage, à adhérer et à y aller, j'allais dire, à fond. Ensuite, y aller avec une conscience que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais que justement, les législateurs en est tellement conscients qu'ils demandent qu'on fasse quelque chose de raisonnable, on mette en place ce qui est adéquat, d'où cette notion d'obligation de moyens, même si il est renforcé. Et puis, pour les entreprises, encore une fois, l'important, à mon avis, c'est de faire avec les autres, avec les parties prenantes. C'est une notion, pour moi, qui est fondamentale. Et derrière, pour revenir au juge, puisqu'on parlait de risques et de sanctions, le juge, ce qu'il regarde, il ne ferme pas les yeux, il regarde ce qui est fait.
et la bonne volonté réelle avec les moyens dont on dispose d'aller discuter avec les gens et de faire son maximum, c'est quelque chose qui, sur le plan responsabilité, a du poids. Alors là-dessus, il va falloir former les juges quand même, parce qu'en fait, ils ont un degré de connaissance de ces sujets et même du monde de l'entreprise qui est parfois un petit peu, on va dire, perfectible, encore une fois. Moi, j'ai un conseil pour les entreprises qui veulent aller sur le continent africain, travailler sur le sujet. Prenez des partenaires, des fournisseurs, des entreprises françaises et européennes. Par capillarité, vous allez gagner forcément en sécurité, d'abord parce que les grands auront fait le travail de due diligence, voilà, et que derrière, ça va développer forcément un impact positif. Mais osez l'Afrique, allez-y. Il ne faut vraiment pas. Bon. Et pour avancer également sur le sujet, je ne dis pas adhérer au SCIAN, mais venez à la session de jeudi matin où on va travailler sur les convergences entre convergence compliance RSE et corruption. Avec une analyse justement des risques pays. Donc, c'est une session ouverte du CIAN. C'est introduit par Michel Sapin, donc c'est plutôt de bonne aloi. Et il y aura un certain nombre d'acteurs, notamment le président de la DFCG, qui est le directeur financier et contrôle de gestion, les autres, ceux qui vont aussi être concernés sur le sujet, qui viendra parler en la matière. C'est dans le cadre de la commission RSE et ODD du CIAN. C'est accessible en ligne sur LinkedIn ou me contacter. 3 points rapides. On parle des risques de l'entreprise étendue, on l'a déjà évoqué. Il y a un livre numérique qui va sortir très prochainement au sein de l'AMRAE. Je vous invite à le lire. On l'a travaillé en collaboration avec Deloitte. On va annoncer ça dans 2 jours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour nos amis risk managers, membres du club Franco-Risque, qui ne sont pas encore touchés. Il y en a certains par le devoir de vigilance. Peut-être que vous pouvez déjà commencer à travailler sur les risques des droits humains et libertés fondamentales, de la santé, sécurité et de l'environnement, parce que de toute façon, même si la CSDD ne sortait jamais, tôt ou tard, vous serez appelé à rendre des comptes à votre maison mère européenne sur ces sujets-là. Donc, quoi qu'il en soit, il faudra le faire. Et puis, le dernier point, et ça me tient beaucoup à cœur, et ça fait assez longtemps que je le dis, et j'espère qu'un jour, ce sera vrai, c'est qu'au niveau intercontinental, international et sur le plan, on va dire, du positionnement de l'Europe dans l'intercontinental, on peut espérer que toutes ces lois qui paraissent contraignantes aujourd'hui, elles finissent par être un avantage compétitif au plan mondial le jour où les peuples des continents concernés, c'est-à-dire l'Asie et les États-Unis ou l'Amérique du Sud, qui sont des très gros consommateurs mondiaux, se réveilleront et diront c'est plus tolérable ces conditions de travail et tout ça. Eh bien, les entreprises européennes, elles auront un train d'avance et peut-être que ça leur permettra d'avoir des marchés en plus. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite et j'espère qu'on le verra un jour. Vaste chantier, en tout cas. Merci infiniment à tous les 4. Et je pense que dans 3 ans, voyons dans 3 ans où on en est, les moyens qui ont avancé, comment ça a marché, quelles ont été les bonnes pratiques et si on a réussi à faire bouger les choses. Gilbert, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Bénédicte. Écoutez, je tiens à remercier également ce panel. Je crois que le débat était de très, très haut niveau et je vous félicite tous. Et puis, je vous félicite parce qu'en fin de compte, ce que j'ai dit en termes de philosophie en introduction, ça se rejoint. J'ai parlé de l'éthos. Et l'éthos, ça veut dire manière de vivre. Et c'est la racine du mot éthique. Et l'éthique, finalement, c'est une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement humain et plus précisément à la conduite des individus en société. Et c'est ce que vous avez expliqué tout au long de cette table ronde. Donc voilà, la philosophie et la conduite des affaires se rejoignent comme c'est tout à fait normal. Merci à tous.